Elle a ri. Là, en plein tribunal, devant le juge, devant les avocats, devant tout le monde, Clara a regardé ma vieille veste de travail, avec ses coudes usés et ses poches déformées, et elle a ri. Un rire aigu, méprisant, le genre de rire qu'on réserve aux mendiants qui osent s'asseoir sur le mauvais banc. « Regardez-le, monsieur le juge », a-t-elle dit, en pointant son doigt manucuré vers moi. Il n'est tout même pas capable de s'habiller correctement pour venir au tribunal. Et cet homme prétend être propriétaire d'une maison. Il ne sait même pas où il est. Son avocat a souri. Le greffier a baissé les yeux. Même le juge a eu ce regard. Vous savez, celui qu'on réserve aux vieux qu'on croit séniles. 20 minutes plus tard, l'avocat de Clara demandait une suspension d'audience. Ses mains tremblaient tellement qu'il a renversé son verre d'eau. Clara ne riait plus. Je m'appelle Raymond Duval. J'ai 71 ans. Aujourd'hui, je vis seul dans une maison en pierre dans les collines du Luberon. Une maison que tout le monde dans le village appelle la ruine du vieux Raymond. Une maison pour laquelle une femme a essayé de me détruire. Une maison qui, comme vous allez le découvrir, n'est pas du tout ce qu'elle paraît. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, laissez-moi vous dire qui je suis vraiment. Pas le vieillard en veste trouée que Clara voyait, pas le sénile que son avocat décrivait, l'homme que j'ai été pendant 45 ans, l'homme que je suis encore aujourd'hui, même si mes mains tremblent un peu plus qu'avant et que mon dos me fait souffrir quand le Mistral souffle trop fort. J'ai commencé à travailler la pierre à 16 ans, comme apprenti chez Maître Bonnard à Gordes. À l'époque, personne ne voulait plus apprendre les métiers anciens. Les jeunes partaient à Marseille ou à Paris chercher du travail dans les usines, dans les bureaux. Moi, je restais accroupi devant des murs vieux de 500 ans, à apprendre comment nos ancêtres assemblaient les pierres sans ciment, comment ils taillaient le calcaire pour qu'il respire avec les saisons, comment ils construisaient des choses qui durent des siècles. Maître Bonnard me répétait toujours la même phrase. « Raymond, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on reconnaît un artisan. C'est quand tout s'effondre, quand le mur menace de tomber, quand personne ne sait plus quoi faire. C'est là qu'on voit qui sait vraiment travailler. Pendant 45 ans, j'ai restauré des monuments à travers toute la France. Des églises romanes en Bourgogne, des châteaux en ruine dans la Loire, des bastides médiévales en Provence, des chapelles oubliées dans les Cévennes. J'ai travaillé sur des chantiers où d'autres avaient abandonné, des projets que les experts déclaraient impossibles. J'ai sauvé des pierres que le temps avait rongées, des voûtes que les guerres avaient éventrées, des murs que l'indifférence avait condamnés. Je n'ai jamais cherché la gloire. Je n'ai jamais voulu qu'on parle de moi dans les journaux. Je voulais juste faire mon travail, bien le faire, et rentrer chez moi le soir avec la satisfaction d'avoir préservé quelque chose de plus grand que moi. Ma femme, Simone, comprenait cela. Nous nous sommes mariés en 1978, l'année où j'ai terminé la restauration de l'abbaye de Sénanque. Elle était institutrice au village. Elle corrigeait ses cahiers, pendant que je dessinais mes plans de restauration. Le soir, nous mangions ensemble dans la cuisine de notre petite maison, celle que j'avais achetée avec mes premières économies, celle que j'allais passer 20 ans à restaurer pierre par pierre. Simone est morte en 2008. Un cancer foudroyant. 3 mois entre le diagnostic et la fin. Je me souviens du dernier jour, quand elle m'a pris la main et m'a dit « Raymond, cette maison, c'est nous. Ne la laisse jamais partir. » J'ai promis. J'ai tenu cette promesse pendant 15 ans, jusqu'à Clara.
Je l'ai rencontrée au marché d'Apt, un samedi matin, d'avril, il y a 3 ans. Elle portait une robe légère à fleurs et un chapeau de paille. Elle examinait les tomates du vieux Fernand, avec l'air de quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il cherche. Je me souviens qu'elle avait des yeux verts, très clairs, presque transparents. Elle m'a souri quand nos regards se sont croisés. J'ai baissé les yeux, gêné. À 68 ans, on ne s'attend plus à ce qu'une femme de 40 ans vous sourie comme ça. Elle s'est approchée de moi près de l'étal du fromager. Elle a regardé mes mains, ses mains couvertes de cicatrices et de callosités, ses mains déformées par des décennies de travail. Ce sont des mains de travailleurs, a-t-elle dit, des mains qui ont construit des choses. J'ai haussé les épaules. Des mains de maçon, madame, rien de plus. Elle a souri, encore. Ne sous-estimez pas les maçons. Ce sont eux qui construisent le monde. Elle s'appelait Clara Vernet. Divorcée, m'a-t-elle dit. 40 ans. Elle venait de Paris, fatiguée de la vie urbaine, cherchant le calme de la Provence. Elle louait un petit appartement à Beaunieu. Elle travaillait comme consultante en décoration, mais les clients se faisaient rares. Elle était seule comme moi. Nous avons pris un café ensemble ce jour-là, puis un autre la semaine suivante, puis un déjeuner, puis un dîner. Elle posait des questions sur mon travail, sur les vieilles pierres, sur les techniques anciennes. Elle semblait fascinée. « Vous êtes un artiste, Raymond », me disait-elle, un vrai artiste, pas comme ces architectes modernes qui ne savent que dessiner des boîtes en béton. Je me sentais flatté, après 15 ans de solitude, après 15 ans à ne parler qu'aux pierres et aux chats du village. Quelqu'un s'intéressait à moi. Quelqu'un me trouvait intéressant. Au bout de 6 mois, Clara a emménagé chez moi. Elle a dit que son appartement était trop cher, que l'hiver approchait, qu'elle avait peur de rester seule. Je n'ai pas hésité. Ma maison était grande, trop grande pour un homme seul. Et puis, je dois l'avouer, j'aimais sa présence. J'aimais entendre ses pas dans le couloir le matin, sentir l'odeur de son café dans la cuisine, l'écouter fredonner des chansons que je ne connaissais pas. Elle a commencé à s'occuper de moi. Elle préparait les repas, rangeait la maison, lavait mon linge. Elle me rappelait de prendre mes médicaments, me conduisait chez le médecin quand mon dos me faisait trop souffrir. Elle était attentionnée, douce, présente. Je me suis dit que la vie me faisait un cadeau tardif, une seconde chance de ne pas mourir seule. La première année a été belle. Clara s'intégrait au village. Elle faisait les courses, bavardait avec les voisins, participait aux fêtes locales. Tout le monde la trouvait charmante. « Tu as de la chance, Raymond », me disait Fernand au marché. « Une femme comme ça, à ton âge, c'est un miracle. » Je hochais la tête, un peu gêné, un peu fier. Je croyais à ce miracle. Je voulais y croire. La deuxième année, les choses ont commencé à changer. Subtilement d'abord, presque imperceptiblement. Clara a commencé à parler d'argent. Pas de façon agressive, non. De façon douce, préoccupée. « Raymond, tu ne devrais pas garder autant de liquide à la maison. C'est dangereux. Raymond, tu as pensé à ouvrir un compte joint. Ce serait plus pratique pour les courses. Raymond, tu devrais me donner une procuration au cas où tu aurais un problème de santé. » Je faisais ce qu'elle demandait. Pourquoi aurais-je refusé? Nous étions une famille maintenant, non? Elle prenait soin de moi. C'était normal qu'elle ait accès à nos finances. J'ai ouvert le compte joint en novembre de la 2e année. J'y ai transféré l'essentiel de mes économies. Presque tout ce que j'avais mis de côté pendant 45 ans de travail. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant
pour vivre confortablement jusqu'à la fin. Clara a souri quand je lui ai montré le relevé. Tu vois, Raymond, maintenant nous sommes vraiment ensemble, pour le meilleur et pour le pire. J'aurais dû voir le piège. J'aurais dû comprendre que le pire était déjà en marche. Mais l'amour, ou ce que je croyais être l'amour, rend aveugle. Surtout quand on est vieux et seul depuis trop longtemps. Au milieu de la 3e année, Clara a disparu. Un matin de juillet, je me suis réveillé et la maison était vide. Ses vêtements étaient en partie, ses affaires de toilette, ses livres, tout. Elle n'avait laissé qu'un mot sur la table de la cuisine. « Raymond, je suis désolé. Ce n'est plus possible. Ne me cherche pas. » J'ai cru à une crise passagère, à un malentendu. J'ai essayé de l'appeler, mais son numéro n'existait plus. J'ai demandé aux voisins, mais personne ne savait rien. Elle s'était évaporée comme si elle n'avait jamais existé. 2 semaines plus tard, j'ai vérifié le compte joint. Il était vide, 43 000 €. Tout ce que j'avais, disparu, transféré vers un compte que je ne connaissais pas, dans une banque que je ne connaissais pas. Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. Puis la colère est venue. Une colère froide et sourde qui m'a fait trembler de la tête aux pieds. J'avais été volé. Pas par un cambrioleur, pas par un inconnu, par la femme que j'avais accueillie dans ma maison, dans ma vie, dans mon cœur. J'ai porté plainte, bien sûr. Le commissariat de Cavaillon a enregistré ma déclaration avec une politesse distante. L'officier était jeune, trop jeune pour comprendre ce que signifie perdre les économies d'une vie à 71 ans. « Monsieur Duval », m'a-t-il dit, techniquement, c'était un compte joint. Elle avait le droit de retirer l'argent. Le droit. Ce mot m'a fait l'effet d'une gifle. Elle avait le droit de me voler parce que j'avais été assez stupide pour lui faire confiance. La loi protégeait les voleurs maintenant, tant qu'ils étaient assez malins pour faire signer les bons papiers. Puis la convocation est arrivée. 1 mois après sa disparition, j'ai reçu une lettre recommandée du tribunal d'Aix-en-Provence. Clara me poursuivait en justice. Elle réclamait la reconnaissance d'un concubinage notoire et le partage des biens acquis pendant notre vie commune. En clair, elle voulait ma maison, la maison que j'avais restaurée pendant 20 ans, la maison où Simone était morte, la maison que j'avais promis de ne jamais laisser partir. J'ai lu et relu cette lettre 100 fois, cherchant une erreur, une absurdité, quelque chose qui prouverait que c'était une mauvaise blague. Mais non. Les tampons étaient authentiques, les signatures officielles, le langage juridique impeccable. Clara, la femme qui m'avait volé mes économies, me poursuivait maintenant pour me prendre ma maison. Et d'après la loi, elle avait peut-être raison. 3 ans de vie commune, ça compte. Même si l'un des deux ment depuis le premier jour. J'ai cherché un avocat. Les premiers que j'ai consultés ont secoué la tête avec des mines préoccupées. « Monsieur Duval, votre cas est compliqué. Vous l'avez accueilli chez vous. Vous avez partagé vos finances. Vous avez vécu ensemble comme un couple. Aux yeux de la loi, c'est un concubinage. Et en cas de séparation, le partage des biens est souvent favorable à la partie la plus vulnérable. La partie la plus vulnérable, Clara, celle qui m'avait volé 43 000 €, celle qui jouait maintenant la victime abandonnée. Les honoraires des avocats étaient astronomiques. 15 000 € pour une défense complète, peut-être 20 000 si l'affaire traînait. De l'argent que je n'avais plus. J'ai décidé de me défendre seul. Pas par orgueil, non. Par nécessité. Et peut-être aussi par quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'arrivais pas encore à nommer. Une certitude sourde que la vérité finirait par émerger.
que les mensonges de Clara s'effondreraient sous leur propre poids. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, me répétais-je. Eh bien, j'étais au pied du mur. Il était temps de montrer ce que je savais faire. L'audience préliminaire a eu lieu 3 mois plus tard, en novembre. J'ai pris le bus pour Aix-en-Provence, le même bus que je prenais autrefois pour aller acheter mes outils chez Merlin, le quincaillier de la vieille ville. Le trajet m'a laissé le temps de réfléchir, de préparer mes arguments, de calmer les battements de mon cœur. Clara serait là, bien sûr, avec son avocat, ses mensonges, son sourire de serpent. Je devais rester calme, ne pas me laisser emporter par la colère, montrer au juge que j'étais un homme raisonnable, pas le vieillard sénile que Clara allait décrire. Je portais ma vieille veste de travail ce jour-là, celle que Simone m'avait offerte pour mes 50 ans, celle qui m'avait accompagné sur des dizaines de chantiers, celle dont les poches étaient encore pleines de poussière de pierre et de boue de craie. Je n'avais pas de costume, je n'en ai jamais eu. Simone plaisantait toujours en disant que j'irais à mon propre enterrement, en bleu de travail. Elle avait peut-être raison. Le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence est un bâtiment imposant, avec des colonnes de pierre et des escaliers de marbre. J'ai gravi les marches lentement, mon vieux sac en cuir à l'épaule, mes documents serrés contre ma poitrine. À l'intérieur, tout sentait le papier ancien et le désinfectant. Des avocats en robe noire passaient en coups de vent, leurs talons claquant sur le sol. Des familles attendaient sur des bancs, le visage tendu. Des vies entières se jouaient dans ces couloirs. Des mariages se défaisaient, des héritages se disputaient, des innocents se faisaient condamner et des coupables s'en sortaient. J'ai trouvé la salle d'audience et je me suis assis au fond, attendant qu'on appelle mon nom. Clara est arrivée 10 minutes plus tard. Elle portait une robe grise très sobre, presque monastique. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle avait l'air pâle, fragile, vulnérable. Un mouchoir blanc dépassait de sa manche. Elle était accompagnée d'un homme en costume sombre, un avocat visiblement coûteux, avec des lunettes à monture dorée et une mallette en cuir verni. Quand elle m'a vu, elle a eu un petit mouvement de recul, comme si ma présence la blessait. Puis elle s'est assise à l'autre bout de la salle, évitant soigneusement mon regard. L'audience a commencé par les formalités habituelles. Le juge, un homme d'une 60aine d'années, au visage sévère, a lu les attendus du dossier. Puis il a donné la parole à l'avocat de Clara. Maître Blanchard, c'était son nom. Il s'est levé avec une assurance théâtrale et a commencé son réquisitoire. Monsieur le juge, nous sommes ici face à une situation tragique, mais malheureusement banale. Ma cliente, Madame Clara Vernet, a vécu pendant près de 3 ans avec Monsieur Raymond Duval dans une relation de concubinage notoire. Elle a pris soin de lui, l'a accompagné dans sa vieillesse, a sacrifié ses meilleures années pour veiller sur un homme dont la santé déclinait. Et comment a-t-elle été récompensée? Par l'abandon, par le rejet, par la mise à la porte sans un sou. Ma cliente ne demande pas la charité, elle demande simplement la reconnaissance de ses droits légitimes sur les biens acquis pendant leur vie commune, notamment la maison qui leur servait de domicile conjugal. Je l'écoutais, fasciné par l'aplomb avec lequel il inversait la réalité. Dans sa version, j'étais le méchant et Clara la victime. Dans sa version, elle m'avait pris soin de moi alors qu'elle me volait méthodiquement. Dans sa version, je l'avais mise à la porte alors qu'elle avait disparu avec mon argent. C'était un conte de fées à l'envers, un mensonge tellement énorme qu'il en devenait presque crédible. Puis le juge m'a demandé si je voulais répondre. Je me suis levé,
les jambes un peu tremblantes, le cœur battant trop fort. C'est à ce moment-là que Clara a ri. Ce rire que je n'oublierai jamais. Elle a regardé ma veste usée, mes chaussures de chantier, mes mains calleuses, et elle a ri. Pas discrètement, non. Un rire fort, méprisant, destiné à être entendu. « Monsieur le juge », a-t-elle dit en m'interrompant, « regardez cet homme. Il n'était même pas capable de s'habiller correctement pour venir au tribunal. Comment peut-on croire qu'il est apte à gérer ses propres affaires? C'est un homme perdu, confus, probablement atteint de démence. J'ai passé 3 ans à essayer de l'aider, et voilà comment il me remercie. » Le juge l'a rappelé à l'ordre d'un ton sec. « Madame, vous aurez la parole en temps voulu. » Laissez Monsieur Duval s'exprimer. Mais le mal était fait. J'avais vu le regard des autres personnes dans la salle, ce mélange de pitié et de mépris qu'on réserve aux vieux qui ne savent plus se tenir. J'ai senti mes joues brûler de honte. Pendant un instant, j'ai voulu partir, abandonner, leur laisser cette maudite maison, si c'était le prix à payer pour ma dignité. Puis je me suis souvenu des mots de Maître Bonnard. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. J'étais au pied du mur. C'était maintenant ou jamais. J'ai mis ma main dans la poche de ma veste, cette poche déformée que Clara trouvait si ridicule. Mes doigts ont touché le papier jauni que je gardais là depuis des années, plié en 4, un peu froissé au coin. Je l'ai sorti lentement et je l'ai posé sur la table devant moi. « Monsieur le juge », ai-je dit d'une voix que j'ai essayé de garder calme, « je ne suis pas avocat. Je ne connais pas les grandes phrases et les arguments juridiques. Je suis maçon. J'ai travaillé la pierre pendant 45 ans. C'est tout ce que je sais faire. Mais avant de décider de mon sort, permettez-moi de vous montrer quelques documents. » J'ai ouvert mon vieux sac en cuir et j'ai sorti une pochette cartonnée que je gardais depuis des décennies. À l'intérieur, il y avait des papiers que je n'avais pas regardés depuis des années. Des souvenirs d'une vie que je n'aimais pas exhiber. J'ai posé le premier document sur la table. « Ceci, » ai-je dit, « est mon diplôme de compagnon du devoir, obtenu en 1975, après 6 ans de formation itinérante à travers la France. » J'ai posé le deuxième document. « Ceci est ma nomination comme maître d'œuvre, agréé par les monuments historiques, en 1982. » J'ai posé le troisième document. Ceci est la liste des 47 monuments historiques que j'ai restaurés au cours de ma carrière, certifiés par le ministère de la Culture. J'ai posé le quatrième document. Ma main tremblait un peu maintenant. Pas de peur, mais d'émotion. « Et ceci, » ai-je dit en dépliant le papier jauni que j'avais sorti de ma poche, est une invitation personnelle à un dîner d'État au palais de l'Élysée, signé par le président de la République en 2008. Je n'y suis jamais allé. Ce jour-là, je sauvais une chapelle du XIIe siècle dans l'Ardèche dont le toit menaçait de s'effondrer. Le président pouvait attendre. Les pierres, non. Le silence dans la salle était total. J'ai vu le visage de l'avocat de Clara se figer. J'ai vu Clara elle-même perdre son sourire méprisant. J'ai vu le juge se pencher en avant, soudain très attentif. Mais ce n'est pas tout, ai-je continué. Il y a autre chose que vous devez savoir, monsieur le juge, quelque chose concernant la maison que madame Vernet réclame. J'ai sorti le dernier document de ma pochette, un certificat officiel avec le sceau de la République française. Cette maison, ai-je dit, n'est pas une masure délabrée, comme le prétend l'avocat de madame Vernet. Elle est inscrite au registre des monuments historiques depuis 1923. C'est un exemple unique d'architecture rurale, provençale du XIIIe siècle,
avec des éléments de maçonnerie qui datent de l'époque templière. Elle ne peut être ni vendue, ni divisée, ni modifiée, sans l'autorisation du ministère de la Culture. J'ai marqué une pause pour laisser l'information faire son chemin. Et depuis 1985, ai-je ajouté, je suis officiellement désigné comme le gardien de ce monument. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement le propriétaire de cette maison, monsieur le juge. J'en suis le conservateur légal, nommé par l'État français. J'ai posé le dernier document sur la table. Mon décret de nomination comme chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, attribué en 2007 pour services exceptionnels rendus à la préservation du patrimoine culturel de la France. Le juge a pris les documents et les a examinés un par un, son visage passant de la surprise à quelque chose qui ressemblait à du respect. Puis il a levé les yeux vers l'avocat de Clara. « Maître Blanchard, a-t-il dit d'une voix glaciale, étiez-vous au courant du statut juridique de cette propriété avant de déposer cette plainte ?» L'avocat a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. « Monsieur le juge, ma cliente m'a assuré que... » « Votre cliente vous a assuré quoi, exactement ?» a coupé le juge. « Que monsieur Duval était un vieillard sénile, vivant dans une ruine, que sa maison était une masure délabrée, susceptible d'être partagée. » Il a agité le certificat de la Légion d'honneur. Cet homme est chevalier de l'Ordre national, maître Blanchard. Il a été personnellement invité à l'Élysée par le président de la République. Et sa maison est un monument historique classé dont il était le gardien légal depuis près de 40 ans. Clara s'est levée brusquement. Son visage avait perdu toute couleur. « Monsieur le juge, je ne savais pas. Il ne m'a jamais dit. »« Vous ne saviez pas ?» ai-je répondu calmement. « Vous avez vécu 3 ans dans cette maison, Clara. Vous avez vu les plaques de bronze à l'entrée. Vous avez vu les archives dans mon bureau. Vous avez vu les photos de moi avec 3 présidents différents. Vous ne saviez pas. » Elle m'a regardé avec des yeux pleins de haine, cette haine pure qu'on voit chez les gens pris en flagrant délit de mensonge. « Vous m'avez piégé, a-t-elle sifflé. « Non, Clara, tu t'es piégée toi-même. Tu as vu un vieux en veste de travail, et tu as cru que tu pouvais me dépouiller. Tu n'as pas pris la peine de chercher plus loin. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, Clara. Et tu viens de voir le maçon ?» L'avocat de Clara a demandé une suspension d'audience. Sa voix tremblait, ses mains tremblaient, tout en lui tremblait. Le juge a accordé 15 minutes. Clara et son avocat sont sortis précipitamment, leurs têtes penchées l'une vers l'autre, chuchotant avec fièvre. Je suis resté assis à ma place, les mains croisées sur la table, regardant par la fenêtre les arbres du parc voisin, qui perdaient leurs dernières feuilles d'automne. Pendant ces 15 minutes, j'ai pensé à Simone. Je me suis demandé ce qu'elle aurait dit si elle avait pu voir cette scène. Elle aurait probablement ri de ce rire doux qu'elle avait quand je faisais quelque chose d'inattendu. « Raymond, aurait-elle dit, tu aurais pu leur dire dès le début. Pourquoi tu as attendu si longtemps ?» Et j'aurais répondu ce que je réponds toujours. Parce qu'il faut laisser les gens montrer qui ils sont vraiment avant de montrer qui tu es. Quand l'audience a repris, l'avocat de Clara s'est levé avec une expression défaite. « Monsieur le juge, a-t-il dit, ma cliente souhaite retirer sa plainte. » Le juge a hoché la tête lentement. « Je m'en doutais, maître Blanchard. Cependant, ce n'est pas si simple. » Pendant cette suspension, j'ai fait quelques recherches. Il a sorti une feuille de son dossier. Il semblerait que Madame Clara Vernet, née Delarue, ait été impliquée dans des affaires similaires dans 2 autres départements. Un certain monsieur Gardel, dans le Var, décédé d'une crise cardiaque 6 mois
après avoir modifié son testament en sa faveur, et un certain monsieur le maire, dans les Alpes-Maritimes, actuellement placé sous tutelle dans une maison de retraite, après avoir été déclaré incapable de gérer ses propres affaires. Le visage de Clara est devenu gris. Un gris de cendre, le gris des gens qui voient leur monde s'effondrer. Je transmets ce dossier au procureur de la République. A continué le juge. Une enquête sera ouverte pour escroquerie en bande organisée et potentiellement pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Il a regardé Clara droit dans les yeux. « Madame Vernet, je vous conseille vivement de ne pas quitter le territoire français dans les prochains jours. » Clara s'est effondrée sur sa chaise. Pas dramatiquement, non. Silencieusement, comme quelqu'un qui comprend soudain que le jeu est terminé et que toutes les cartes sont sur la table. Son avocat a commencé à rassembler ses papiers, avec des gestes nerveux, pressé de mettre de la distance entre lui et cette cliente qui venait de ruiner sa réputation. Le juge s'est tourné vers moi. Son visage s'était adouci. « Monsieur Duval, a-t-il dit, au nom de la justice française, je vous présente mes excuses pour ce que vous avez subi. Cette affaire n'aurait jamais dû arriver devant un tribunal. Je regrette que vous ayez été soumis à cette épreuve. » J'ai hoché la tête. « Merci, monsieur le juge, mais vous n'avez pas à vous excuser. Vous faites votre travail. C'est elle qui devrait s'excuser. » J'ai regardé Clara, mais elle ne levait pas les yeux. Sauf qu'elle ne le fera jamais, parce que les gens comme elle ne savent pas ce que signifie le mot « désolé ». Je me suis levé pour partir. Mes jambes étaient fatiguées. Mon dos me faisait mal, mais je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. En passant devant Clara, je me suis arrêté un instant. « Tu sais ce qui est triste, Clara ?» ai-je dit doucement, pour qu'elle seule puisse entendre. « Si tu m'avais simplement demandé de l'aide, je t'aurais aidé. Si tu avais été honnête avec moi, je t'aurais accueilli sans rien demander en retour. J'aurais partagé ma maison, mon argent, ma vie. Parce que c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours fait. Mais tu as préféré voler, tu as préféré mentir, et maintenant tu n'as plus rien. » Elle n'a pas répondu. Elle n'a même pas levé les yeux. Je suis sorti du tribunal et j'ai descendu les marches de marbre dans la lumière douce de l'après-midi provençal. Le Mistral soufflait, froid et vif, mais pour la première fois depuis des mois, je ne le sentais pas comme une agression, je le sentais comme une libération. Je suis rentré chez moi en bus, comme j'étais venu. Le trajet m'a semblé plus court qu'à l'aller, peut-être parce que mon esprit était plus léger. Par la fenêtre, je regardais défiler les collines du Luberon, ces collines que j'avais parcourues toute ma vie, ces pierres que j'avais apprises à connaître comme on connaît les lignes de sa propre main. Je pensais aux mots du juge, à l'enquête qui allait être ouverte, aux autres victimes de Clara qui allaient peut-être, enfin, obtenir justice. Quand le bus m'a déposé au village, le soleil commençait à descendre derrière les montagnes. J'ai marché lentement vers ma maison, savourant chaque pas sur ce chemin que je connaissais par cœur. Les voisins que je croisais me regardèrent différemment maintenant. La nouvelle s'était répandue, comme toutes les nouvelles dans les petits villages. Le vieux Raymond avait gagné contre l'arnaqueuse. Le vieux Raymond était un héros de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Le vieux Raymond n'était pas si fou que ça, finalement. Ma maison m'attendait au bout du chemin, massive et silencieuse, ses pierres dorées par la lumière du couchant. J'ai posé ma main sur le mur d'enceinte, ce mur que mon arrière-grand-père avait construit en 1887, ce mur que j'avais restauré pierre par pierre pendant 20 ans. Sous mes doigts, j'ai senti les initiales gravées dans la pierre. AD 1887. Auguste Duval,
mon ancêtre, l'homme qui avait posé la première pierre de notre famille dans ce lieu. Je suis entré dans la cour et j'ai fermé le portail derrière moi. Le chat du voisin, un gros matou roux qui venait souvent dormir sur mes marches, a levé la tête et m'a regardé avec cette indifférence souveraine que seuls les chats savent exprimer. Je me suis assis sur le banc de pierre près de la fontaine, ce banc que j'avais taillé moi-même dans un bloc de calcaire trouvé dans une carrière abandonnée, et j'ai regardé le ciel virer du rose à l'orange puis au violet. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi, non pas à cause de l'angoisse ou de la peur, mais à cause des souvenirs qui revenaient tant vagues comme la marée. Je pensais à tous les chantiers que j'avais menés, à toutes les pierres que j'avais taillées, à tous les murs que j'avais reconstruits. Je pensais aux gens qui m'avaient fait confiance, aux architectes qui avaient respecté mon travail, aux apprentis que j'avais formés et qui continuaient maintenant la tradition quelque part en France. Je pensais à Simone, à nos soirées tranquilles dans cette cuisine, à sa voix qui me lisait des poèmes pendant que je dessinais mes plans. Je pensais à Clara, à ce qu'elle aurait pu être si elle avait choisi un autre chemin, à ce gâchis qu'était sa vie de mensonges et de manipulations. Le lendemain, le téléphone a commencé à sonner. D'abord les journalistes locaux, qui voulaient mon histoire, puis les journalistes nationaux, alertés par leurs collègues, puis les chaînes de télévision, qui voulaient me filmer, le chevalier de la Légion d'honneur, qui a démasqué l'arnaqueuse. J'ai refusé toutes les interviews. Je n'ai jamais aimé parler de moi, et je n'allais pas commencer maintenant. Ma victoire était personnelle. Elle n'avait pas besoin d'être transformée en spectacle. 3 semaines après le procès, j'ai reçu une lettre du procureur de la République. Clara avait été arrêtée. L'enquête avait révélé qu'elle faisait partie d'un réseau organisé qui ciblait les personnes âgées vivant seules. Son vrai nom n'était pas Clara Vernet, mais Sophie Mallette. Elle avait des antécédents judiciaires dans 3 pays différents. Les 2 cas que le juge avait mentionnés n'étaient que la pointe de l'iceberg. Au total, on lui attribuait au moins 7 victimes en France, 2 en Belgique et 1 en Suisse. L'un des cas précédents a été requalifié. Le monsieur Gardel du Var, celui qui était mort d'une crise cardiaque 6 mois après avoir changé son testament, faisait maintenant l'objet d'une enquête pour homicide involontaire. Les médecins avaient trouvé des traces de médicaments dans son organisme qui n'auraient pas dû y être, des médicaments qui accélèrent le rythme cardiaque et peuvent provoquer des arrêts cardiaques chez les personnes fragiles. Clara, ou Sophie, ou quel que soit son vrai nom, ne sortirait pas de prison avant très longtemps. J'ai rangé la lettre du procureur dans le tiroir de mon bureau, avec les autres documents officiels de ma vie. Puis je suis sorti dans le jardin et j'ai repris mon travail. Il y avait un mur à l'est de la propriété qui avait besoin d'être consolidé, des pierres qui s'étaient descellées pendant l'hiver. J'ai sorti mes outils, préparé mon mortier selon la recette traditionnelle et j'ai commencé à travailler. C'est en travaillant sur ce mur que j'ai eu la visite de Martin, un jeune journaliste du journal local qui avait couvert l'affaire. Il avait une 20aine d'années, des lunettes rondes et une curiosité sincère qui me rappelait les apprentis que j'avais formés autrefois. Il m'avait déjà contacté plusieurs fois pour une interview et j'avais toujours refusé. Mais ce jour-là, quelque chose en lui m'a fait changer d'avis. Peut-être parce qu'il était venu sans appareil photo, sans carnet, juste pour parler. « Monsieur Duval », m'a-t-il dit en s'asseyant sur une caisse à côté de moi. « Je ne suis pas là pour le journal, je suis là pour moi. J'ai lu votre histoire, et je n'arrive pas à comprendre quelque chose. » J'ai continué à travailler sur mon mur, ajustant une pierre qui refusait de trouver sa place. « Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi vous n'avez rien dit avant ? »
Pourquoi vous avez laissé cette femme vous humilier pendant des mois avant de révéler qui vous étiez vraiment? J'ai posé ma truelle et je l'ai regardé. Il avait des yeux sincères, le genre d'yeux qui cherche vraiment à comprendre, pas juste à trouver un angle pour un article. « Tu veux vraiment savoir ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête. « Parce que les titres ne signifient rien », ai-je dit. La Légion d'honneur, les invitations à l'Élysée, les articles dans les journaux spécialisés, tout ça, c'est du papier. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec tes mains, ce que tu construis, ce que tu laisses derrière toi. J'aurais pu brandir ma médaille dès le premier jour et faire taire Clara. Mais qu'est-ce que ça aurait prouvé? Qu'un homme avec des titres peut intimider une femme sans titre. Ce n'est pas la justice, ça. C'est juste du pouvoir. Martin fronçait les sourcils, essayant de suivre mon raisonnement. Je voulais que la vérité émerge par elle-même. Ai-je continué? Je voulais que Clara montre son vrai visage devant le juge, qu'elle révèle sa méchanceté, son mépris, sa cupidité. Et ensuite seulement, j'ai montré qui j'étais. Pas pour l'humilier, non, pour lui montrer qu'elle s'était trompée. Qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur son apparence, qu'une vieille veste de travail peut cacher un maître artisan, qu'un homme qui vit dans une ruine peut être le gardien d'un trésor national. J'ai repris ma truelle et j'ai recommencé à travailler. Il y a un vieux dicton que mon maître me répétait toujours, ai-je ajouté. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Tu sais ce que ça veut dire? Martin a secoué la tête. Ça veut dire que n'importe qui peut parler, promettre, se vanter. Mais quand tu es face au mur, quand tout s'effondre, quand personne ne peut t'aider, c'est là que tu montres ce que tu vaux vraiment. Clara pensait qu'elle était au pied de mon mur, qu'elle allait me faire tomber. Elle ne savait pas que c'était moi, le maçon, que ce mur, c'est moi qui l'ai construit, pierre par pierre, année après année, et qu'aucune menteuse ne pourrait jamais l'abattre. Martin est resté silencieux un long moment, regardant mes mains travailler la pierre. Puis il m'a posé une dernière question. Et l'invitation à l'Élysée, celle que vous n'avez jamais utilisée? Vous la gardez pourquoi? J'ai souri. Je la garde parce qu'elle me rappelle quelque chose d'important. Ce jour-là, en 2008, j'avais le choix. Je pouvais aller serrer la main du président, boire du champagne dans les salons dorés, me faire photographier avec les grands de ce monde. Ou je pouvais aller sauver une chapelle du XIIe siècle dont personne ne se souciait, dans un village de l'Ardèche dont personne n'avait entendu parler. J'ai choisi la chapelle. Et tu sais quoi? Elle est toujours là. Elle tiendra encore 1000 ans si quelqu'un continue à s'en occuper. Tandis que le président de l'époque, personne ne s'en souvient plus. Martin a souri à son tour. Vous êtes un drôle de bonhomme, monsieur Duval. Non, ai-je répondu. Je suis juste un maçon. C'est tout ce que j'ai jamais été. Il est parti peu après, me laissant seul avec mes pierres et mes pensées. Le soleil descendait doucement, projetant des ombres longues sur le jardin. J'ai continué à travailler jusqu'à ce que la lumière devienne trop faible. Puis j'ai rangé mes outils et je suis rentré dans la maison. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner simple, comme d'habitude. Une omelette aux herbes du jardin, un peu de fromage, un verre de vin rouge. Je me suis assis à la table de la cuisine, cette même table où Simone et moi avions partagé des milliers de repas, et j'ai mangé en silence. Après le dîner, j'ai sorti l'invitation à l'Élysée de ma poche et je l'ai regardée longuement. Le papier était jauni par les années, les plis s'étaient creusés en lignes permanentes, mais les mots étaient toujours lisibles. Le président de la République et madame ont l'honneur d'inviter monsieur Raymond Duval au dîner d'État.
J'ai replié l'invitation et je l'ai remise dans ma poche. Elle y resterait, comme elle y était restée pendant 16 ans. Pas comme un trophée, non. Comme un rappel de ce qui compte vraiment dans la vie. Les mois qui ont suivi le procès ont été étrangement paisibles. La vie a repris son cours normal, avec ses petits rituels quotidiens. Le marché du samedi matin, le café avec Fernand, les promenades dans les collines, quand mon dos me le permettait. Les gens du village me regardaient différemment maintenant, avec un respect nouveau. Certains venaient me voir pour me demander conseil sur des travaux de maçonnerie, d'autres simplement pour bavarder. Je n'étais plus le vieux Raymond qui vit dans la ruine. J'étais Monsieur Duval, le chevalier qui a fait tomber l'arnaqueuse. Un jour de printemps, quelques mois après le procès, j'ai reçu une lettre du ministère de la Culture. Il m'informait qu'une subvention exceptionnelle avait été accordée pour la restauration de ma maison, en reconnaissance de son importance historique et de mon dévouement à sa préservation. L'argent permettrait de refaire la toiture, de consolider les fondations et de restaurer les fresques médiévales que j'avais découvertes sous une couche de crépi il y a 20 ans. C'était plus d'argent que Clara n'aurait jamais pu me voler. Et il venait de l'État français, pas d'une femme aux yeux verts qui mentait comme elle respirait. J'ai encadré cette lettre et je l'ai accrochée dans mon bureau, à côté de la photo de Simone. Elle aurait été fière, je crois. Pas de l'argent, non. Elle n'a jamais été intéressée par l'argent, mais de voir que notre maison, notre refuge, notre histoire, serait préservée pour les générations futures. L'été est arrivé, puis l'automne, puis un autre hiver. Les saisons passées, les pierres restaient. Je continuais mon travail de gardien, vérifiant les murs après chaque tempête, nettoyant les gouttières, taillant les rosiers qui grimpaient le long de la façade sud. Parfois, des groupes de touristes venaient visiter la maison, guidés par un historien du patrimoine qui racontait l'histoire du lieu avec un enthousiasme que je trouvais touchant. Je les regardais de loin, ces familles avec leurs enfants, ces couples de retraités, ces étudiants en architecture. Ils photographiaient les murs, les fenêtres, les portes en bois sculptées. Ils ne me photographiaient jamais, et c'était très bien comme ça. Un après-midi de décembre, presque un an jour pour jour après le procès, j'ai reçu une visite inattendue. Un homme d'une 50aine d'années, bien habillé, avec des cheveux gris et des yeux fatigués. Il a frappé à ma porte et s'est présenté comme Jean-Pierre Gardel, le fils du monsieur Gardel du Var, celui qui était mort après avoir changé son testament en faveur de Clara. « Monsieur Duval », m'a-t-il dit en serrant ma main, « je voulais venir vous remercier en personne. C'est grâce à vous que la vérité sur la mort de mon père a éclaté. Sans votre témoignage au tribunal, sans les recherches qui ont suivi, nous n'aurions jamais su ce qui s'était vraiment passé. » Je l'ai fait entrer et je lui ai offert un café. Il m'a raconté son histoire, celle d'un fils qui avait été écarté par son propre père à cause des manipulations d'une femme sans scrupules. Il m'a raconté les derniers mois de vie de monsieur Gardel, comment Clara l'avait isolé de sa famille, comment elle avait pris le contrôle de ses finances, comment elle l'avait convaincu que ses propres enfants ne l'aimaient pas. Et puis la mort subite, le testament modifié, l'héritage qui avait disparu dans les poches de la manipulatrice. Pendant des années, je me suis demandé si j'aurais pu faire quelque chose, m'a dit Jean-Pierre. Si j'avais été plus présent, plus vigilant, je me sentais coupable de n'avoir pas protégé mon père. J'ai hoché la tête. Je comprenais ce sentiment. Je l'avais ressenti moi-même, cette culpabilité de s'être laissé avoir, cette honte d'avoir été si naïf.
Ce n'est pas ta faute, ai-je répondu. Les gens comme Clara, ou quel que soit son vrai nom, ce sont des prédateurs professionnels. Ils savent exactement comment isoler leurs victimes, comment les manipuler, comment les rendre dépendantes. Ton père n'était pas stupide, il était juste seul et vulnérable. Comme nous tous, à un moment ou un autre de notre vie. Jean-Pierre m'a regardé avec des yeux brillants. Comment avez-vous fait pour ne pas vous effondrer? Comment avez-vous trouvé la force de vous défendre? J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Je ne sais pas si c'était de la force. C'était peut-être juste de l'obstination. Je suis maçon. J'ai passé ma vie à construire des choses, à réparer ce qui est cassé, à maintenir debout ce qui menace de s'effondrer. Quand Clara m'a attaqué, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai évalué les dégâts, j'ai planifié les réparations, et j'ai commencé à reconstruire, pierre par pierre. Jean-Pierre est resté chez moi jusqu'au soir. Nous avons parlé de nos pères, de nos familles, de la solitude des hommes vieillissants dans un monde qui va trop vite. Avant de partir, il m'a serré la main une dernière fois. « Monsieur Duval, vous m'avez rendu quelque chose aujourd'hui. Pas de l'argent, pas de biens matériels, mais la certitude que mon père n'était pas fou quand il a fait confiance à cette femme. Il était juste humain, comme vous, comme nous tous. » Je l'ai regardé s'éloigner dans la nuit, les phares de sa voiture disparaissant au bout du chemin. Puis je suis rentré dans ma maison, ma vieille maison de pierre, et j'ai fermé la porte derrière moi. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. Je rêvais que je marchais dans un couloir immense, bordé de murs en pierre, et sur chaque pierre était gravé un nom. Les noms de tous les maîtres maçons qui avaient travaillé avant moi, des centaines de noms, des milliers peut-être, remontant jusqu'aux temps anciens, où les premiers hommes avaient appris à empiler des rochers pour se construire des abris. Je marchais le long de ce couloir, touchant chaque nom du bout des doigts, sentant sous ma peau la texture de la pierre, l'histoire de toutes ces vies consacrées à bâtir, à préserver, à transmettre. Et tout au bout du couloir, il y avait une pierre vierge, une pierre qui attendait que quelqu'un y grave son nom. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, le cœur battant, les mains moites. Pendant un moment, je n'ai pas su où j'étais, puis j'ai senti la familiarité de ma chambre, l'odeur de vieux bois et de lavande, le silence paisible de la maison endormie. Et j'ai compris ce que le rêve essayait de me dire. Ma vie touchait à sa fin. Pas demain, peut-être pas avant des années encore, mais la fin approchait, comme elle approche pour tous les hommes. Et la question n'était pas de savoir combien de temps il me restait, mais ce que je ferais de ce temps. Quel mur je construirais encore, quelle pierre je poserais, quelles traces je laisserais pour ceux qui viendraient après moi. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai contacté l'école des compagnons du devoir et je leur ai proposé d'accueillir des apprentis dans ma maison pendant l'été. Pas pour leur apprendre à poser des parpaings ou à couler du béton, non. Pour leur apprendre les techniques anciennes, celles que Maître Bonnard m'avait transmises il y a plus de 50 ans. La taille de pierre à la main, le mortier de chaux, la lecture des murs anciens, tous ces savoir-faire qui se perdent parce que plus personne ne prend le temps de les enseigner. L'école a accepté avec enthousiasme. Le premier groupe d'apprentis est arrivé en juin. 4 jeunes gens d'une vingtaine d'années, nerveux et curieux. Je les ai regardés descendre du minibus, leurs outils neufs à la main, leurs vêtements encore trop propres. Ils me rappelaient le jeune homme que j'avais été, il y a si longtemps, quand je m'étais présenté pour la première fois devant Maître Bonnard. « Bienvenue chez moi », leur ai-je dit. « Je m'appelle Raymond. Pendant les 2 prochaines semaines,
Je vais vous apprendre à travailler la pierre comme on le faisait il y a 500 ans. Pas parce que c'est plus facile ou plus rapide, non. Parce que c'est comme ça qu'on construit des choses qui durent. Les 2 semaines qui ont suivi ont été épuisantes, mais aussi parmi les plus belles de ma vie. J'ai regardé ces jeunes gens passer de la maladresse à la compétence, de l'impatience à la patience. Je les ai vus comprendre, peu à peu, ce que signifie vraiment construire quelque chose avec ses mains. Je les ai entendus rire quand une pierre tombait pile au bon endroit, jurer quand le mortier ne prenait pas, s'émerveiller devant la beauté d'un mur bien fait. Le dernier jour, avant leur départ, je les ai rassemblés dans la cour. Le soleil de juin tapait fort, mais nous étions à l'ombre du grand tilleul que mon grand-père avait planté il y a 100 ans. Je vais vous dire quelque chose que mon maître m'a dit il y a longtemps. Ai-je commencé? C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Vous savez maintenant ce que ça veut dire. Pas seulement pour la maçonnerie, pour la vie. Il y aura des moments où tout s'effondrera autour de vous. Des moments où vous aurez l'impression que rien ne va plus, que personne ne croit en vous, que le monde entier est contre vous. C'est dans ces moments-là que vous montrerez qui vous êtes vraiment. Pas par vos diplômes, pas par vos titres, pas par vos vêtements, par votre travail, par votre intégrité, par votre refus de lâcher. J'ai marqué une pause, regardant leurs visages jeunes et attentifs. J'ai 71 ans. J'ai construit et restauré des dizaines de monuments. J'ai reçu des médailles et des honneurs. Mais le moment dont je suis le plus fier, c'est un jour où une femme m'a ri au nez dans un tribunal parce que je portais une vieille veste. Elle pensait que j'étais un perdant, un raté, un vieux fou. Et 20 minutes plus tard, elle suppliait le juge de lui accorder un sursis. Les apprentis souriaient, certains riaient doucement. Ils avaient entendu l'histoire, bien sûr. Tout le monde l'avait entendue. Je ne vous raconte pas ça pour me vanter, ai-je continué. Je vous raconte ça pour que vous vous souveniez d'une chose. Votre valeur ne dépend pas de ce que les autres voient. Elle dépend de ce que vous construisez. Alors construisez bien. Construisez avec fierté. Construisez des choses qui dureront plus longtemps que vous. C'est la seule immortalité à laquelle un homme peut vraiment prétendre. Les apprentis sont partis le lendemain, emportant avec eux leurs outils, leurs cahiers de notes, et j'espère, quelque chose de ce que j'avais essayé de leur transmettre. Je les ai regardés monter dans le minibus, agitant la main jusqu'à ce qu'ils disparaissent au bout du chemin. Puis je suis retourné dans ma maison, seul à nouveau, mais pas vraiment seul, entouré de pierres qui avaient été posées par des hommes morts depuis des siècles, entouré de l'histoire de tous ceux qui avaient vécu ici avant moi et de tous ceux qui vivraient ici après. Je suis sorti dans le jardin et je me suis assis sur mon banc de pierre, face au soleil couchant. Le ciel était rouge et or, comme il l'est souvent en Provence à cette heure. Le Mistral avait cessé de souffler, et l'air était doux, chargé de l'odeur des lavandes et du thym sauvage. Dans ma poche, je sentais le papier plié de l'invitation à l'Élysée, ce compagnon silencieux qui ne me quittait jamais. J'ai pensé à tout ce que j'avais vécu cette année. La trahison de Clara, l'humiliation au tribunal, la victoire improbable, les mois de reconstruction intérieure. J'ai pensé à Simone, qui aurait eu des mots pour tout ça, des mots sages et drôles et réconfortants. J'ai pensé à Maître Bonnard, mort depuis longtemps, mais dont la voix résonnait encore dans ma tête chaque fois que je prenais un outil en main. Et j'ai pensé à vous, qui m'écoutez peut-être en ce moment. Vous qui avez peut-être vécu quelque chose de similaire, ou qui le vivrez un jour. Vous qui avez peut-être été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance,
humilié par quelqu'un qui vous méprisait, dépouillé par quelqu'un qui prétendait vous aimer. Je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas stupide. Vous n'êtes pas faible. Les prédateurs comme Clara, comme Sophie, comme tous ces gens qui vivent en exploitant la bonté des autres, ils sont forts. Oui, ils sont rusés. Oui, mais ils ont une faiblesse que nous n'avons pas. Ils ne savent pas construire. Ils ne savent que détruire. Alors, construisez. Construisez votre vie, votre dignité, votre avenir, pierre par pierre, jour par jour. Même quand tout semble perdu, même quand le mur menace de s'effondrer, continuez à construire, parce que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et vous êtes tous des maçons. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous l'êtes. Le soleil a disparu derrière les collines, laissant le ciel dans une dernière flambée de couleurs. Je me suis levé de mon banc, les jambes un peu raides, le dos un peu douloureux, mais le cœur léger. Demain, il y aurait d'autres pierres à poser, d'autres murs à réparer, d'autres apprentis à former peut-être. Demain, la vie continuerait, comme elle continue toujours. Je suis rentré dans ma maison et j'ai fermé la porte derrière moi. Les murs m'ont accueilli comme ils m'accueillent en chaque soir, solides et silencieux, témoins muets de tant de vie, de tant d'histoire, de tant de joie et de peine. J'ai posé ma main sur la pierre froide et j'ai murmuré quelques mots, les mêmes mots que je murmure chaque soir depuis que Simone est partie. Bonne nuit, ma maison. Bonne nuit, Simone. À demain. Et la maison m'a répondu, comme elle répond toujours, par le craquement familier de ses vieilles poutres, le soupir de ses cheminées, le murmure du vent dans ses pierres, une réponse que seuls les maçons peuvent entendre. Une réponse qui dit que tout va bien, que la vie continue, que les pierres sont là et qu'elles resteront là longtemps après que nous serons partis. C'est ma dernière leçon, je crois, la leçon la plus importante que j'ai apprise en 71 ans de vie. Nous passons, mais ce que nous construisons reste. Nos maisons, nos familles, nos amitiés, nos souvenirs, tout ce que nous bâtissons avec amour, avec patience, avec intégrité, tout cela reste, bien après que nous avons posé notre dernière pierre. Alors construisez bien, mes amis, construisez avec fierté. Et quand quelqu'un rira de votre vieille veste, de vos mains calleuses, de votre apparence fatiguée, souriez et continuez votre travail, parce que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et le jour viendra où ils comprendront, enfin, qui vous êtes vraiment. Quand j'y repense maintenant, avec le recul de ces mois qui se sont écoulés depuis le procès, je me dis que Clara m'a fait un cadeau sans le savoir. Pas un cadeau qu'elle voulait faire, bien sûr, mais un cadeau quand même. Elle m'a forcé à me souvenir de qui j'étais. Pendant les années après la mort de Simone, j'avais commencé à me voir comme le reste du monde me voyait. Un vieux en veste trouée qui vivait dans une ruine, un homme fini dont la vie était derrière lui. Clara a confirmé cette image. Elle l'a renforcée. Elle m'a traité exactement comme j'avais commencé à me traiter moi-même. Et c'est en la voyant me mépriser si ouvertement, si cruellement, que j'ai réalisé à quel point cette image était fausse. Je n'étais pas un vieux fini. J'étais un maître artisan avec 45 ans d'expérience. Je n'étais pas un propriétaire de ruines. J'étais le gardien d'un trésor national. Je n'étais pas un homme seul et pathétique. J'étais le produit d'une lignée de bâtisseurs qui remontait à des siècles. Clara voulait me détruire. Elle a fini par me reconstruire. C'est peut-être ça, la vraie justice. Pas celle des tribunaux, pas celle des juges et des avocats, mais celle de la vie elle-même.
Ceux qui cherchent à détruire finissent souvent par renforcer ceux qu'ils attaquent. Ceux qui mentent finissent par révéler la vérité. Ceux qui méprisent finissent par montrer leur propre petitesse. Je ne sais pas ce qu'est devenue Clara, Sophie, quel que soit son nom. Je ne veux pas le savoir. Elle fait partie de mon passé maintenant, comme une tempête qui a secoué ma maison, mais qui n'a pas réussi à l'abattre. Ce qui compte, c'est ce qui reste après la tempête. Les murs sont toujours debout. Le toit est toujours en place. La vie continue. J'ai 71 ans. Je ne sais pas combien d'années il me reste. 5, 10, peut-être plus, si mon cœur et mon dos veulent bien coopérer. Ce que je sais, c'est que je passerai ces années comme j'ai passé toutes les autres, à travailler la pierre, à préserver ce qui mérite d'être préservé, à transmettre ce qui mérite d'être transmis. Et quand mon heure viendra, quand je poserai mes outils, pour la dernière fois, je partirai avec une certitude. J'ai construit des choses qui dureront. J'ai réparé des murs que d'autres avaient abandonnés. J'ai maintenu debout des monuments que le temps voulait effacer. C'est ma trace dans ce monde. C'est mon nom gravé dans la pierre. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et moi, j'ai vu le mur. J'ai vu le maçon. Et je sais, maintenant, que les deux sont la même chose. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose de votre propre vie, si elle vous a donné un peu de courage pour affronter vos propres murs, alors elle a servi à quelque chose. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui doute de sa valeur, qui se sent méprisé, qui a l'impression que le monde entier est contre lui. Dites-lui qu'un vieux maçon de Provence lui envoie ses amitiés. Dites-lui que la victoire n'appartient pas aux plus forts, aux plus riches, aux plus bruyants. Elle appartient à ceux qui construisent. Elle appartient à ceux qui durent. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne.